Bonjour à tous et merci de nous retrouver sur France 3 Limousin pour votre émission Dimanche en politique. Aujourd'hui, nous allons tenter de vous expliquer pourquoi le Brexit n'a pas eu lieu cette semaine comme c'était initialement prévu et surtout que va-t-il se passer maintenant. What's next? On en parle juste après le générique. Reporté en avril ou en mai, le Brexit aura-t-il lieu? C'est la question que se posent en ce moment des milliers d'Anglais qui vivent en Limousin, alors que des milliers de personnes ont défilé dans les rues de Londres pour réclamer un nouveau référendum et qu'une pétition de près de 6 millions de signatures demande l'annulation du Brexit. Dimanche en politique se pose la question Brexit or not Brexit. Nous allons nous demander dans quelles conditions les Britanniques installés chez nous vont pouvoir rester, quel est leur état d'esprit actuellement, comment va réagir le marché immobilier, enfin, quel scénario se dessine pour les semaines à venir. Pour en parler, je reçois 3 invités. David Johnson, bonjour. Bonjour. Welcome. Vous êtes citoyen britannique et vous êtes installé en Limousin, en Creuse, depuis 1982. Vous étiez sans doute un des premiers à vous installer dans la région. Daniel Bernussou, bonjour. Vous êtes président de la Maison de l'Europe en Limousin. C'est bien ça. Et enfin, Trevor Leggett, bonjour. Bonjour. Vous êtes agent immobilier spécialisé dans la clientèle étrangère et notamment la clientèle anglaise. Et merci à tous les 3 d'avoir répondu à notre invitation. Alors, on va commencer par faire de la pédagogie parce que quand on parle du Brexit, il faut quand même s'accrocher pour comprendre ce qui se passe. Daniel Bernussou, vous dirigez donc la Maison de l'Europe. On s'est vu sur ce plateau, c'était il y a 6 mois. On commençait déjà à se poser des questions sur ce Brexit. Qu'est-ce qui a changé depuis 6 mois ? Alors, nous sommes vus en septembre. Oui, c'est ça, fin septembre. Ouais. En septembre, on se posait des questions quant à savoir si on allait boucler pour une date indicative qui était à peu près octobre, la négociation donc entre l'Europe et les Anglais. L'UE avec Michel Barnier aux commandes et le gouvernement donc de Theresa May. Il y avait des doutes, et puis finalement, avec quelques jours de retard, on a quand même abouti. Et le grand changement, c'est qu'effectivement, l'accord a été passé. Il a été passé donc le 13 novembre, validé le 14 par le gouvernement britannique et une dizaine de jours plus tard par le Conseil européen. Donc ça veut dire qu'on était à 80% de l'accord en septembre, fin septembre, eh bien on a cheminé pour arriver à 100% de l'accord en novembre. Sauf que cet accord, évidemment, il faut le ratifier. Et là, c'est le Parlement britannique qui entre en scène. Et là, c'est le Parlement britannique qui entre en scène. Alors, je précise, c'est important que nous enregistrons cette émission vendredi 29 mars, qui était la date initiale du Brexit, mais qui a été repoussée, et qu'un 3e vote se tient au moment où nous enregistrons cette émission. Donc, il est susceptible sans doute d'évoluer. Alors, pour l'instant, il y a 3 scénarios qui se dessinent. On va le voir sur une infographie. Une sortie brutale de l'UE, ce serait le hard Brexit qui serait effective le 12 avril, ou une sortie négociée, soft Brexit, ce serait le 22 mai, ou une sortie reportée, Remain, sans date précise. Daniel Johnson, est-ce qu'on a du mal à suivre, vous aussi, cette situation? Complètement. C'est la folie, c'est les politiciens en Angleterre font aucun choix. Et comme ça, les électeurs, ils sont complètement confusés, les pauvres. Est-ce que les politiciens, vous leur en voulez de cette situation? Est-ce que ce sont eux, pour vous, qui ont créé les conditions de cette crise? Oh, depuis le commencement, oui. Avec le premier vote, c'était un surprise pour M. Cameron, en effet. Et malheureusement, il a voté dans la mauvaise direction. Il a voté pour Brexit. J'étais outré, vraiment. Ça a créé des tensions, y compris au sein des familles. Je pense à votre famille qui est peut-être restée là-bas. Oui, ma belle-sœur, elle a voté pour le Brexit. Et j'ai demandé récemment pourquoi. Vous n'avez pas changé votre idée? Non, elle veut faire vote pour le Brexit encore. Et sa motivation, la motivation des anti-Brexit en Angleterre, c'est quoi? C'est l'immigration, essentiellement? Oui. Il dit, je visite Lincolnshire, il est presque pas des Britanniques. C'est les Polonais, etc. Mais c'est les gens qui font le travail, les Anglais ne veulent pas, dans l'agriculture, par exemple.
Oui, ils ont peur d'arrivée de Polonais, par exemple. Ah oui, mais je pense le vague, c'est peut-être fini, mais nous avons besoin d'immigration en Angleterre. Ouais. Oui. Alors, il y a des centaines de milliers de personnes qui ont manifesté dans les rues de Londres pour réclamer un second référendum. 1 million selon les organisateurs. On va voir des images. Ce serait quasiment du jamais vu dans un pays qui n'a pas du tout la même culture de la manifestation que nous. Est-ce que vous auriez pu vous y trouver, Trevor Leggett, dans cette manifestation? Non, j'étais en Angleterre le jour de la manifestation, mais franchement, j'avais autre chose à faire. J'aurais pu y aller, mais j'étais à 60 km de Londres ce jour-là. Mais j'ose même pas parler avec quelqu'un du Brexit en Angleterre parce que les sentiments sont un petit peu chauds. Oui. D'un côté comme l'autre. Ici, on ne veut pas s'engueuler avec son voisin. Oui. On évite le sujet. Il vaut mieux se taire. Oui. Hein, Ouais. Alors vous dirigez une agence immobilière qui est spécialisée notamment dans la clientèle anglaise, en Limousin et puis même au-delà d'ailleurs. Dans quel état d'esprit vos clients britanniques sont-ils actuellement Mais de toute façon, les 15 millions qu'ils ont voté pour rester, Ils sont en c'est Angleterre. nos clients. Oui. Pour être clair. Moi, je n'ai pas besoin de 15 millions de clients par an. Ça me suffit d'en avoir 1000 Ouais. ou 2000, ce sera bien. mais honnêtement, il y a suffisamment de gens pro-Europe encore en Angleterre qui ont un énorme regret de ce qui se passe. Et je pense que ça les motive davantage de venir s'installer ou d'acheter en Europe et de dire, on marque notre désaccord. Le marché immobilier, j'aurais cru, aurait ralenti vis-à-vis de ce marché. On attendait ça. On est plus orienté sur le marché français. Et c'est pas le cas? Depuis 2 ans. Et franchement, non. Le montant d'investissement était beaucoup plus léger. Donc, les achats des maisons étaient 150 au lieu de 250 000 euros dans le passé. Mais ça, c'est plutôt par rapport au taux d'échange, le pouvoir d'achat des Britanniques qui est baissé. Oui. Je n'ai pas vu d'autres différences, franchement. On parle de vraiment 2 comptes différents. Les Brexiteurs, c'est une mentalité différente. Bon, il y en a quand même quelques Brexiteurs qui veulent venir quand même acheter en France aussi. Mais c'est un petit pourcentage. Daniel Bernusso, on a vu que l'Union européenne, elle est restée soudée face à l'Angleterre et que c'est vraiment la balle, elle est dans le camp des Anglais aujourd'hui. Oui, c'est sans doute ça la mauvaise surprise pour Mme May. C'est-à-dire, quand je dis Mme May, c'est Mme May et les Brexiteurs, effectivement, les Johnson et compagnie. C'est qu'ils pensaient effectivement que l'Union allait se désunir, on va dire comme ça, et qu'ils pourraient jouer justement sur cette désunion. Et c'est exactement l'inverse qui s'est produit. C'est exactement l'inverse, c'est-à-dire que partant à l'aventure sans véritablement avoir pensé le projet, mais en se disant, au fond, on verra en fonction des réactions, face à une réaction qui restait une réaction constante pendant pratiquement toute la négociation. Ils étaient tellement sûrs de gagner. Comment ? Ils étaient tellement sûrs de gagner. L'hypothèse de perdre ce référendum, c'était pas une réalité de le gouvernement. Donc le péché originel pour vous, c'est justement de le faire, ce référendum. Bien sûr, j'aurais jamais dû le faire. Vous êtes d'accord, Daniel Bernusso ? Oui, dans la mesure où la justification était interne au parti conservateur et que c'est vrai que l'intérêt général britannique, on ne le voyait pas très bien. Par contre, on voyait bien effectivement quel était l'intérêt. D'ailleurs, Mme May a poursuivi de ce point de vue-là. Elle a veillé à ne pas casser le parti conservateur. C'est ce qui explique aussi qu'elle n'a jamais véritablement tendu la main aux travaillistes, au moins aux travaillistes, si ce n'est Corbyn, du moins un certain nombre de travaillistes. Donc, de ce point de vue-là, oui. Mais en même temps, c'est vrai que vous venez de dire que Cameron pensait ne pas prendre de risques. Parce que tous les sondages disaient que... Tout le monde, moi je rappelle très bien le matin du résultat, avec un copain, un très bon ami qui a une grosse entreprise dans le milieu de l'Angleterre, qui était pour le Brexit. Pour les raisons, je ne veux pas... c'est pas développé, oui. Ouais. C'était en 2016, on le rappelle. C'était en 2016, et ce matin, il est venu me voir, parce qu'on allait, le lendemain, on allait sur Goodwood, pour le festival de l'automobile. Vous deviez avoir une sortie on devait ensemble. partir, il avait mon test de thé, il a dit, vous avez perdu. Je dis, mais c'est pas vrai, c'est pas possible. Vous avez l'impression que le ciel vous tombait sur la tête, pour ainsi dire ? Sur le coup, oui. Ouais. Ouais, on a beaucoup ce jour-là. Oui.
C'était pas attendu. David Johnson, pour vous, ça a été pareil? C'est un choc, vraiment? J'étais horrifié, vraiment. Ah, Surprise. Non, c'est impossible. Ils sont vraiment quand au point là, oui. Vous le dites, oui, d'accord. Oui. On va rappeler que vous vivez en Creuse donc depuis 1982, vous y avez travaillé, Oui. vous êtes marié avec une Française, vous avez 4 enfants qui vivent en France aujourd'hui. Comment votre famille vit-elle cette situation aujourd'hui? Est-ce qu'il se pose des questions sur la suite? Vous, par exemple, est-ce que vous avez entamé des démarches? J'ai commencé le dossier pour changer mon nationalité. Oui, pour avoir la double nationalité. Oui. Mais je pense, je tente qu'est-ce qui se passe aujourd'hui, n'est-ce pas? Oui. Vous attendez de voir si le Brexit se fait vraiment? Exact. Vous croyez que peut-être il peut être repoussé? J'espère que c'est fini. Vraiment. Daniel Bernussou, c'est une option, ça, le fait que ça va durer peut-être encore plusieurs mois, voire plusieurs années, et que l'Union pourrait conserver la Grande-Bretagne en son sein? S'il n'y a pas de vote de ratification donc avant le 12 avril, hein, d'accord, il va falloir trouver autre chose. Alors cette autre chose, ça peut être quoi? Ça peut être demande d'un report, un report long. Je pense que les Européens éventuellement l'accorderaient, sauf que ça pose plein de problèmes, parce qu'à ce moment-là, il faudra que les Britanniques qui seront encore élisent des députés. Rien que ça. Mais ça veut dire qu'ils participeraient aux prochaines élections européennes. Absolument. Le 26 mai. La seule chose qui est véritablement claire, c'est que si effectivement Mme May obtient, à l'issue d'un 3e vote, la ratification, le Brexit officiel démarre le 22 mai. Le 22 mai, c'est le Brexit officiel. Oui. Et le Brexit effectif démarre le 1er janvier 2021. Sauf si, et les Anglais peuvent le faire, les Britanniques peuvent le faire, sauf si on leur accorde 2 ans de plus. Donc vous avez quand même un petit peu de temps pour votre naturalisation. Oui, je pense aussi. Bon, mais effectivement, si le vote est négatif, encore négatif, alors, aujourd'hui. Oui, aujourd'hui, vendredi 29, le jour où nous enregistrons. Tout est ouvert. Ça peut être un Brexit soft, effectivement, qui serait le maintien dans l'union douanière. Maintien permanent. Hein. Je rappelle que cette option, elle a été refusée à 6 voix près. Oui, c'est-à-dire qu'on garde certains avantages de l'Europe du point de vue de l'Angleterre. On reste dans l'union douanière. Voilà. Donc pour tout ce qui est business, c'est une bonne chose. Circulation des marchandises, pas de problème. Circulation des personnes, ça c'est autre chose. Ça peut être... pourquoi pas, ça avait été proposé effectivement... un nouveau référendum avant toute ratification d'un accord. Et ça a été refusé avec une trentaine de voix. Hein. Le reste, je dirais, c'est assez folklorique. Hein. Et de toute façon, alors, un nouveau référendum sec, non, personne n'y croit. D'abord parce que politiquement, je crois que ce serait extrêmement dommageable pour la démocratie anglaise, qui n'en a peut-être pas besoin. Enfin, ça, je préfère vous laisser. Non, mais c'est pas je pense que ce n'est pas un choix, parce que on est dans un problème civil important. Oui. Et puis, déjà, c'est assez tendu en Angleterre. Oui. La dernière chose qu'on a besoin, c'est d'allumer le feu. Alors on voit que la situation, elle est tendue et elle est complexe. Elle a plusieurs conséquences ici, en Limousin. On en parlait à l'instant. Il y a d'abord une hausse des demandes de titres de séjour de citoyens britanniques en Haute-Vienne notamment, qui est l'un des 10 départements qui accueillent le plus de Britanniques en France. Vous le voyez, de 58 demandes en 2017, on est passé à 850 l'année dernière. Et puis il y a les sujets de Sa Majesté qui demandent carrément la nationalité française. Une démarche importante, complexe, vous nous l'avez bien expliqué, et chargée de symboles. Elle est marquée par une cérémonie officielle à la préfecture. Nous avons pu y assister cette semaine. C'est un reportage de Caroline Huette, Hugo Lemonnier et Laurence Ragon. Monsieur et Madame Savage. L'instant est aussi furtif que solennel. Suzanne et Graham Savage viennent de recevoir leur décret de naturalisation. On est français. Devenir français, un choix, mais aussi un message envoyé outre-Manche. Parce qu'ils ont décidé de nous quitter, c'est vrai. Vous dites nous? Voilà, c'est nous quitter, la grande famille européenne. Le concept de grande famille européenne, ce couple d'origine britannique y croit depuis longtemps. Suzanne et Graham ont fait un autre choix décisif dans les années 80. Celui de s'installer en Haute-Vienne pour y travailler en tant qu'agriculteurs. Alors 35 ans plus tard, l'annonce du Brexit vient perturber leur flegme naturel. C'est vrai qu'il y a des choses qui ne vont pas avec l'Europe.
Mais si on n'est pas content, il faut rester là, dedans, et essayer d'améliorer les choses de l'intérieur. Un cas loin d'être isolé. En Haute-Vienne, les demandes de naturalisation par des citoyens britanniques ont été multipliées par 5 depuis 2016. 2016, année du référendum sur le Brexit. Les Britanniques s'inquiètent des démarches qu'ils auront à entreprendre. Et notamment, on ne sait pas, mais à l'heure d'aujourd'hui, il y aura peut-être l'obligation de visa, alors que dans l'Union européenne, c'était très facile de se déplacer. Et donc, il y a des incertitudes, et notamment pour les personnes qui ont des biens immobiliers. La Grande-Bretagne fait partie des pays d'origine les plus représentés lors des cérémonies d'accueil en Haute-Vienne. En 2018, près de 20% des demandes de naturalisation dans le département ont été effectuées par des citoyens britanniques. Alors David Johnson, vous nous disiez que donc vous aviez entamé ce processus. Est-ce que c'est compliqué? Est-ce qu'on vous demande beaucoup de choses? Est-ce que vous pourriez nous expliquer ce qui vous est demandé? C'est énorme. Vous avez besoin de tous les certificats de naissance de les parents, plus production. N'oubliez pas, il n'accepte pas juste comme ça. Il faut les originaux. Originaux. Oui. Et une traduction avec la traduction certifiée. Officielle, oui. D'accord. Oui. Oui, ça c'est compliqué déjà. Oui, c'est cher en plus, oui. Oui. Et après ça, c'est juste tous les documents signés compliqués. Est-ce qu'il y a des choses à apprendre, des sortes de tests? Il y a un test avec la langue. Oui, avec la langue, oui. Et c'est compliquer. Et l'histoire aussi de D'accord. France. Ça vous paraît normal, ça, qu'on vous demande ça? Oui. Pour connaître la culture de le pays. En Angleterre, c'est quelque chose de similaire. Hein. C'est pas simple non plus. Hein. Oui, d'obtenir la nationalité anglaise. C'est pareil. Là, on parle de réglementation. Trevor Leggett, d'un point de vue réglementaire, justement, quand on est propriétaire ou quand on veut acheter en France, une fois le Brexit passé, est-ce qu'il y aura des changements En principe, non, parce que aujourd'hui encore, on a le droit, si la provenance des fonds sont correctes. Oui. Hein, c'est la seule chose aujourd'hui qui empêche quelqu'un d'acheter. Quelqu'un de n'importe où dans le monde peut acheter une maison en France. Aussi bien les Américains que les Sud-Américains, les Africains, les Asiatiques qui voudraient. Mais la seule chose qu'on demande, c'est que la provenance des fonds sont honnêtes. Ce qui va être plus compliqué, c'est la libre circulation de ces Anglais qui font beaucoup d'allers-retours. On le sait, il y a 250 000 Anglais qui passent par l'aéroport de Limoges, par exemple, chaque année. Là, au niveau douanier, ça peut beaucoup se compliquer. Je ne pense pas, parce que je pense que de toute façon, quelqu'un qui a un visa, la demande de visa va être faite en ligne. On va avoir un système assez rapidement mis en place, je pense. On peut obtenir un visa en ligne. Franchement, la France ne va pas compliquer les affaires parce que le touriste préféré, c'est les Britanniques. Déjà, si les Britanniques arrêtaient de venir en France, le tourisme français va prendre un sacré... Ça n'a pas empêché les syndicats de douaniers quand même d'alerter les pouvoirs publics. Ça c'est sûr, mais il y a d'autres soucis aussi, parce que s'il y avait un Brexit sans deal... Oui. C'est l'histoire des assurances des automobiles, parce qu'aujourd'hui, ils sont assurés partout en Europe, et peut-être, dans ce moment, ils ne sont pas assurés cet été. Oui, Daniel Bernussou? Il faut distinguer, est-ce que c'est un Brexit sec? C'est ça. Ouais. Auquel cas, effectivement, le Royaume-Uni devient un pays tiers, et effectivement, il n'y a plus de garantie. Et bon, voilà, ça s'applique la législation, effectivement. Il faut refaire tous les accords à nouveau. Mais si c'est un Brexit ordonné, à ce moment-là, on applique ce qui a été signé. Oui. Ce qui a été signé, c'est-à-dire que finalement, pendant une période de transition qui va jusqu'à la fin 2020, ça ne change pas grand-chose pour les Anglais. On aura le temps de mettre d'autres choses en place. Voilà. Et ce qui change, c'est qu'ils ne sont plus citoyens européens. Voilà. Ouais. Donc ils ne sont plus représentés, ils ne sont plus citoyens. Donc ça peut vouloir dire des changements sur le droit à la santé, le droit de travailler, le droit d'être élu? Non, pas du tout. Tout ça, c'est garanti pendant la période. Et c'est même dans l'accord de retrait. Ouais. Pour ceux qui sont installés, pour ceux même qui vont venir pendant la période de transition, venir dans les deux sens, là, la garantie des droits à la santé, des droits aux études, que sais-je, du droit à travailler aussi. Il y a des accords franco-britanniques qui ne dépendent pas de l'Europe aussi. Mais là, je parle de l'Europe. Ouais. Et par contre, si c'est le saut de la falaise, c'est le saut de la falaise. Et là, c'est sans retour. Et ça, c'est le 12 avril. Ouais. Ou maintenant. Oui.
David Johnson, vous êtes à la retraite aujourd'hui. On sait qu'il y a beaucoup de retraités anglais qui vivent chez nous. Le problème des pensions, est-ce que ça risque aussi de poser problème par rapport au taux de change avec la livre Oui, ça c'est le problème, c'est le change. Oui. Oui. C'est-à-dire que les montants sont plus faibles. Et il a descendu le livre, oui, à cause du Brexit. Oui, et ça c'est quelque chose qui pourrait continuer? J'espère le stabilise un petit peu, mais c'est possible, oui. Vous êtes dans une association qui s'appelle l'Entente cordiale, qui réunit des Anglais et des Français qui sont en Creuse. Oui. Vous vous réunissez, vous en parlez de tout ce qui se passe en ce moment Nous voulons avoir une conférence vis-à-vis le Brexit. Ah, vous faites des conférences? Oui, nécessaire. J'ai quelqu'un qui est très bien qualifié, qui veut faire une conférence et nous fait ça sous le manteau de... Sous le manteau, pardon. Vous faites ça, donc vous le faites venir. Oui. Et il répond aux questions des citoyens britanniques qui vivent ici. D'accord. Et ça, vous allez le faire bientôt? Oh, bientôt, oui. Mais qu'est-ce qui se passe aujourd'hui? Nous attendons le résultat. Oui. Trevor Leggett, est-ce que vous avez aussi entamé des démarches de naturalisation? J'ai eu le dossier, c'est pareil. Comme j'ai vu le dossier, j'ai dit il faudrait que je prenne des vacances pour le faire. Et j'ai dit on attend de voir ce qui se passe. Et s'il faut, je le ferai. Si j'en ai pas besoin, franchement, je le ferai peut-être pas. De toute façon, je vais rester résident français. Oui, ça c'est clair pour vous. Oui. Oui, Monsieur Bernoussou? Oui, il y a quand même un grand mystère dans cette affaire-là. Il n'y en a pas qu'un, j'ai l'impression. Oui, non, il y en a plein. C'est que pendant toute la campagne électorale du référendum, personne, dans les deux camps d'ailleurs, le Remain et le Leave, n'a posé le problème irlandais, le problème de la frontière irlandaise. Parce que le nœud gordien, il est là. Il est là. Le statut des résidents dont on parlait tout à l'heure, il est réglé au début de l'année 18. Le règlement financier, ça n'est pas rien, puisque le Royaume-Uni va quand même débourser entre 40 et 50 milliards. Il s'est engagé. C'est réglé aussi. Et pendant des semaines et des semaines, on voit ce problème-là de la frontière irlandaise. Oui, et c'est un problème que les Britanniques, je pense que certaines générations européennes, on rappelle que 2 fois dans les années 80 en Angleterre, j'étais à proximité d'une grosse bombe. Et on me rappelle très bien qu'on a entendu une bombe comme celle-là de Canary Wharf, que j'étais à 2 km comme c'est explosé, et qu'une autre fois à Brighton, sur le promenade, quand le Grand Hotel était explosé par l'Irak. Jamais on veut retourner à ça. Et c'est ce que vous craignez aujourd'hui? Oui, c'est ce qu'ils craignent. Ça peut, parce que c'est... Bon, juridiquement, la frontière continue à exister. Alors, c'est la frontière entre, évidemment, le Royaume-Uni, c'est-à-dire l'Irlande du Nord, la partie de l'Irlande du Nord fait partie du Royaume-Uni, et l'Irlande, la République d'Irlande. Qui, elle, ne fait pas partie. Voilà, qui est un État membre. Indépendant. Cette frontière, juridiquement, elle existe, mais elle existe comme la frontière existe entre la Belgique et la France. Elle est complètement invisible, elle est complètement insensible, mais ça va plus loin que ça. Dans la mesure où il y a eu tout un tas de programmes, de dispositifs, souvent appuyés financièrement parlant par l'UE, pour créer une intégration. Alors, il y a des dispositifs juridiques du type double nationalité, irlandais, britannique et irlandais. Et Belfast a reçu énormément d'aide européenne. Bien sûr. Et puis, il y a des dispositifs, effectivement, de développement en commun, d'intégration. Donc ça veut dire que cette frontière, cette absence de frontière, on va le dire comme ça, c'est devenu un formidable facteur de paix. Et donc, si le Brexit sec est établi, on rétablit la frontière, parce que ça devient une frontière terrestre dure. Et à ce moment-là, il y a non seulement toute la désorganisation, évidemment, parce qu'il y a quand même 30 000 frontaliers irlandais qui, dans les deux sens, tous les jours, vont travailler. Il nous reste 4 minutes d'émission. J'aimerais vous demander comment vous voyez... D'abord, est-ce que vous êtes en colère contre votre classe politique? Parce qu'on a beaucoup accusé la classe politique britannique de se servir du Brexit pour des intérêts nationaux. C'est ce que vous pensez aussi, Trevor Leggett? Moi, le truc que j'ai un petit peu en colère, si j'ai en colère, c'est que franchement, je pense que l'Angleterre a un problème vraiment particulier. C'est le fait qu'ils parlent la langue anglaise et c'est la destination principale de beaucoup d'immigrés. Et que je pense que ça, c'était pas pris en compte par l'Europe. Qu'ils n'ont jamais dit, bon, les Anglais, ils ont le malheur de parler anglais. Et que peut-être si tout le monde parlait gallois, on n'a jamais eu ce problème parce que personne n'aurait pointé chez nous. Et comme on commence à absorber 600, 650, 700 000 personnes par an
ça pose un réel problème pour l'Angleterre. Et beaucoup de monde a dit, bon, ça se fait stop. Et ça, je pense, c'était le sentiment principal qui était derrière ce vote Brexit. Et pour vous, le pays, il a beaucoup à perdre avec ce Brexit Ils ont beaucoup à perdre. Et ils ne s'en rendent pas compte? Ils se rendent compte. Non, pas du tout. Non, ils se rendent compte, je pense. Et vous pensez que non? Je pense pas. Je pense pas. Oh, je pense qu'ils se rendent compte. Bon. Je pense qu'ils sont même prêts à sacrifier pour dire stop. Dans la tête de beaucoup de gens, c'est qu'ils savent qu'ils vont souffrir, mais c'est fait, c'est une petite île, on ne va pas arriver à 80 millions de personnes, on n'a pas assez de logements, c'est un problème. Daniel Bernussou, la suite des événements, qu'est-ce que ça peut être? Je vais quand même taquiner mon ami britannique pour commencer. L'afflux d'extra-communautaires non européens dont vous parlez, ça n'a rien à voir avec l'Europe. On est d'accord. Puisque le Royaume-Uni n'était pas dans Schengen. N'était pas dans Schengen. Le sentiment. Et donc il protège lui-même, même si ça a un petit peu ça a un petit peu à voir avec la France, avec les accords du Touquet, mais c'est autre chose. Que voulez-vous que je vous dise? Oui, je voulais que vous me disiez, selon vous, qui êtes un spécialiste de l'Europe, bon, vers quoi on va, d'après vous? Est-ce que ça va se calmer? Est-ce que ça va se régler? Et quelles conséquences ça va avoir sur le fonctionnement de l'Europe elle-même? Je n'en sais rien, mais ce qui serait souhaitable, effectivement, c'est qu'on aille vers un Brexit soft, c'est-à-dire qu'effectivement soit voté l'accord qui a été que l'on négocie suffisamment vite pour au moins jusqu'en juillet 20 pour qu'on n'ait pas besoin du backstop, parce qu'en fait c'est aussi ça qui fixe le backstop. Le backstop. Alors le backstop c'est un peu compliqué en une minute, mais globalement c'est pour éviter de reconstituer une frontière dure, terrestre dure en Irlande. C'est un aménagement quoi. C'est de laisser au fond le Royaume-Uni et l'Irlande du Nord avec un statut un petit peu différent dans ce qui serait un territoire douanier unique. Et à ce moment-là, ça évite effectivement de reconstituer la frontière, le backstop, en gros, c'est ça. Mais ce backstop, il ne sera mis en place que si on ne trouve pas une alternative. Et ce backstop provisoire, annoncé comme provisoire, à la limite, il pourra être, par accord conjoint, il pourra être levé dès que les deux le manifesteront. Sauf qu'en Irlande du Nord, on pense chez les unionistes que si on établit le backstop de provisoire, il devient permanent et que ce sera un élément de détachement vis-à-vis du Royaume-Uni et donc un pas vers la réunification dont on ne veut pas. Et d'un mot, est-ce qu'il y a d'autres pays qui sont susceptibles de se lancer dans ce type de rupture? Je crois qu'ils sont en train de se vacciner. Oui, c'est ça, c'est-à-dire finalement c'est un contre-exemple qui peut refroidir les ardeurs du Frexit et autres, par exemple. Okay. Merci beaucoup à tous les trois d'avoir participé à cette émission. C'est ainsi qu'elle se termine. Merci à vous de l'avoir suivie. Vous pouvez la revoir sur notre site internet. Tout de suite, c'est le Flash Info sur France 3 Limousin avec Emmanuel Brault. Puis Dimanche en politique continue à Paris, cette fois avec Francis Letellier. Il reçoit ce matin le ministre de la Culture, Franck Riester. La semaine prochaine, un nouveau thème dans Dimanche en politique. Nous tenterons de vous éclairer cette fois sur la réforme du lycée. En attendant, je vous souhaite un très bon dimanche à tous.